Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver comme chaque vendredi à 23h sur Télé Sud, votre rendez-vous qui devient incontournable. Et puis vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Je vous invite aussi à aller sur la page Facebook Ça fait débat et sur Twitter CF débat. Allez, au sommaire de cette émission, l'actu qui a secoué la semaine, le coup d'État en Centrafrique en 48 heures, les rebelles s'installent. On pose la question, Bozizé a-t-il été lâché et par qui? Bozizé, ignoré par la France, ignoré par Hollande, la question sera posée, faut-il craindre des tensions entre les différentes communautés religieuses, ethniques? On en parle dans Ça fait débat. Le mariage pour tous en France et en Afrique, qui sont tous ces collectifs qui se mobilisent pour et contre? Quel enjeu en Afrique? Est-ce mal vu en Afrique, le mariage pour tous? Quel regard, pourquoi? Et la question qu'on posera dans Ça fait débat, l'Afrique devance-t-elle la France sur le mariage pour tous? Le phénomène des Femen Tunisia, est-ce un objet de controverse, de polémique? Doit-on utiliser son corps comme moyen de revendication? Est-il porteur de valeur? On en parle ici dans Ça fait débat. Et enfin, foot avec la polémique. Benzema qui ne chante pas la Marseillaise. C'est pas nouveau, la Marseillaise est une histoire entre la France et les pays colonisés. Les joueurs français avec cette double nationalité doivent-ils chanter la Marseillaise? Et en deuxième partie de cette émission, nous recevons Rachid Santaki, flic au Kayara, aux éditions du Masque. C'est en deuxième partie de l'émission. Je vous invite donc à aller tout de suite commenter et réagir sur l'actualité à la page Facebook Ça fait débat, Twitter CF débat, Ça fait débat c'est maintenant, et en toute liberté d'expression, bienvenue à vous tous. Allez, autour de ce joli plateau ce soir, dans Ça fait débat, eh bien Louis Comayou, le fidèle. Bonsoir à toi. Bonsoir. Comment ça va tout d'abord? Ça va, le moral est... En forme ou pas en forme? Comment tu te situes ce soir? Je crois que ça va. Prêt à en découdre avec certains des sujets? Non, prêt à en parler, à faire un peu de pédagogie, à échanger avec nos Échanger, nos le plus important, effectivement, c'est le principe de Ça fait débat. À ses côtés, ou en face plutôt, Ali Soumaré, il est conseiller régional. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir, c'est un Comment tu plaisir. Ouais, très bien. Je vais vous voyer plutôt, oui, parce que le tutoiement intempestif comme ça, on risque de me taper dessus. En tout cas, merci. Avec les politiques, c'est pas très bon. C'est pas très bon, parce que là, je commence avec notre Ali Soumaré qui appartient à la machine du Parti Socialiste. Je le rappelle, proche d'Hollande. À ses côtés, eh bien, une belle machine, je sais pas. En tout cas, ça n'engage que toi, effectivement. Ça peut faire débat. Je sais pas, je ne saurais pas dire. En ce moment, effectivement, ce n'est pas trop une belle machine, puisque François Hollande, dans les sondages, il est plutôt en chute libre. Bon, enfin, c'est un autre débat. Mais il y a bien un moment, il atteindra le fond. Mais... Comment? Il y a bien un moment, il atteindra le fond. Les 3%, ce ne sera pas le déficit, ce sera la courbe de Eh popularité. bien, il le dit justement. Jean-Sébastien Ferjou, c'est le patron d'Atlantico. Vous savez, ce type d'actualité et de débat. Merci d'avoir accepté notre invitation, Jean-Sébastien. Je vous en prie. Allez, messieurs, nous allons commencer avec ce premier sujet. Je pense qu'on va essayer de débattre au mieux, apporter des réflexions de fond, mais aussi, surtout, apporter des réponses à tous celles et ceux qui nous regardent. Je vous le rappelle, vous pouvez commenter sur la page Facebook Ça fait débat et sur Twitter CF débat, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et vraiment, je vous en remercie. Messieurs, tout de suite, le coup d'État en Centrafrique. Vous savez, ça s'est fait très très vite. En 48 heures, les rebelles se sont installés, où ça? À Bangui. Les présidentielles notamment. Absolument. Et on en parle ici, mais juste avant, je vous propose de regarder ce sujet qui est proposé par la rédaction de Télé Sud. Nicolas Tiangaï n'aura finalement pas mis beaucoup de temps pour accepter sa reconduction à la tête du gouvernement centrafricain. Reconduit dans ses fonctions par Michel Djotodia, le nouvel homme fort de Centrafrique, il aura la responsabilité de former un nouveau gouvernement. Réputé intègre, sa reconduction n'est pas une surprise. Dès dimanche soir, Michel Djotodia avait annoncé son intention de reconduire celui qui fut déjà Premier ministre en janvier au lendemain des accords de Libreville. Alors que la Constitution et les institutions sont suspendues, 2 actes constitutionnels ont été rédigés dans la foulée pour définir les rôles dans la Centrafrique d'après Bozizé. Il prévoit que le président légifère par ordonnance et que le Premier ministre reste en fonction jusqu'à la fin de la transition. Une transition qui devrait durer 3 ans. Nicolas Tiangaï, lui, devrait très rapidement former son gouvernement dont les défis sont énormes. Rétablir la sécurité, remettre en route l'économie et pourquoi pas convaincre les bailleurs de fonds de ne pas se détourner de la Centrafrique. Juriste réputé et défenseur des droits de l'homme au parcours respecté, Nicolas Tiangaï devra donc trouver les mots pour convaincre une communauté internationale qui a condamné le coup de force.
En attendant, à Bangui, la vie reprend son cours, les habitants ressortent dans les rues et les commerces rouvrent de nouveau. La page Bozizé semble en train d'être tournée. Ça fait débat en partenariat avec le quotidien en ligne afrique.com. La Séléka promet le retour de la démocratie d'ici 2016. Messieurs, on en parle. Centrafrique, Bozizé qui est carrément lâché. Par qui? Par Hollande. Par le président français, François Hollande. La Centrafrique, Bozizé, on ne sait pas où il se trouve à l'heure actuelle. Au Cameroun. Mais, oui, effectivement. Enfin, on avait dit d'abord, dans un premier temps, RDC, ensuite après... Sa famille en RDC, et lui, il est au Cameroun. Il a atterri à l'est du Cameroun, à la frontière avec la République centrafricaine, puis il est remonté jusqu'à la capitale. Alors, comme le souligne Louis, effectivement, mais il est toujours en fuite. Alors, bon, l'information qu'on retient, c'est le Cameroun. Les rebelles contre Bangui, c'est la question qu'on va poser. Et puis surtout, ce que je retiens, c'est que la communauté internationale dénonce le coup de force des rebelles. Messieurs, a-t-il été lâché? C'est ma première question, parce que je veux revenir quand même sur cette actualité. En 48 heures, les rebelles s'installent et occupent le palais présidentiel. Louis Kemayou, qui, la question que je pose, par qui a-t-il été lâché, Bozizé? Par qui a-t-il d'abord été accompagné? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2003, quand il arrive à la tête de la République centrafricaine, tout le monde condamne le coup d'État, soutenu par Idriss Déby, son grand voisin. Il est originaire du nord de la République centrafricaine, frontalière avec le Tchad. Il s'était échappé au Tchad, il est venu en France d'ailleurs, à un certain moment, après une première tentative de coup d'État qui n'avait pas réussi. Mais c'est d'abord Déby qui est le parrain du président Bozizé. Donc après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu de nombreuses attaques. Le nord de la République centrafricaine était devenu une zone de non-droit. Ce sont les rebelles qui contrôlaient, Charles Massy notamment, qui est porté disparu, probablement mort déjà. Et aujourd'hui, après les différentes offensives qu'il y a eu, on se souvient de l'appel qu'il avait lancé à ses cousins français, à ses cousins américains, pour venir l'aider à repousser la rébellion, qui était déjà aux portes de Bangui il n'y a pas très longtemps. Ça n'avait pas beaucoup plu à ses pairs d'Afrique centrale, notamment au Tchad, qui lui envoyaient d'énormes troupes pendant très longtemps. De 2003 à 2013, il a eu un contingent de Tchadiens qui étaient à la fois, on les appelle les libérateurs, là-bas. Ils étaient présents et au palais présidentiel et dans la ville. Mais quand il a fait appel à la France, il y a eu un sentiment de dépit de la part de ses pairs, mais ils l'ont quand même soutenu. La force, la FOMAC a intervenu. Alors, Bozizé, tu as dit effectivement, Bozizé, il est carrément ignoré par la France en ce moment. Messieurs, d'ailleurs, monsieur le politicien, Ali Soumaré, proche d'Hollande, il a été un peu ignoré et lâché à la fois par Hollande. Je ne crois pas qu'il était tenu, enfin en toute objectivité, il n'était pas tenu par... En même temps, il a été placé par la France. Par Hollande. La France, effectivement, mais la France, il n'aura pas échappé. Enfin, ça fait simplement 1 an que François Hollande est président de la République, donc c'est dire qu'il y a eu d'autres relations, mais de toute façon, la question n'est pas là. Je crois que ça a été... Enfin, je ne suis pas un expert de la question, mais ça a été posé comme ça. Je ne crois pas qu'il était tenu par la France. C'est toujours compliqué sur ce type de questions-là, parce que quand la France intervient, eh ben, on dit l'ingérence de la France. Quand elle n'intervient pas, elle a fini par intervenir, puisqu'elle a envoyé plus de 300 Alors là, pour le coup, c'est pour protéger les... alors, c'est le terme, j'entends bien, c'est le terme, en tout cas pour l'instant, et la mission... mais pas un mot, Ali Soumaré, pas un mot de François Hollande là-dessus. Pas un mot, alors qu'il aurait pu le faire, peut-être. Il aurait pu le faire, oui et non. Oui, il aurait pu à un moment donné condamner ce qui se passe, mais en même temps, je pense qu'on n'a pas toutes les cartes en main, si je puis m'exprimer comme ça. Il y a peut-être des raisons pour lesquelles à un moment donné, elles ne sont pas exprimées. Je rappelle quand même qu'en 2003, je veux dire, il y a déjà eu un coup d'État, donc c'est quand même compliqué d'avoir une position de soutenir quelqu'un qui lui-même a été mis au pouvoir justement par la force. Est-ce que le silence diplomatique, c'est la meilleure des solutions? Je crois pas. Je crois pas, mais en même temps, c'est quand même des sujets qui sont extrêmement compliqués parce qu'on voit bien, en fonction de la position, il y a toujours à un moment donné matière à critiquer. Alors Sébastien, comment ça s'explique ça, effectivement? À la fois la France soutient, ignore, lâche certains de ses partenaires, y compris là sur le coup Bozizé. C'est vrai que François Hollande n'a pas dit un mot. Je crois qu'il y a 2 choses. Il y a d'une part le fait qu'il n'y ait pas vraiment de bonne solution dans ce cas-là, et que c'est un peu devoir choisir entre la peste et le choléra. Voilà, et que dans le même temps, pour le coup, ça n'aura échappé à personne que la France est déjà engagée sur le terrain au Mali et que tout simplement on n'a pas de moyens. On n'a plus de moyens. On ne peut pas. Oui. Alors même qu'il y avait vraiment... Ça veut dire... Non mais on n'a pas de moyens d'intervention. Ça veut dire quoi? De toute façon, d'intervention. Qu'on parle ou qu'on ne parle pas, ce qui compte, c'est est-ce que ce sera suivi des faits. Les mots seuls ne servent pas contre les rebelles quand ils sont en train de faire les pillages qu'ils ont fait. Alors là, ça semble s'être stabilisé, et tant mieux, à Bangui. On a bien vu sur leur progression, à la fois les pillages, ils ont brûlé des églises. Enfin voilà, ce sont des voyous qui sont arrivés au pouvoir, même si là, ils se rabibochent une fois arrivés à Bangui avec des personnes plus présentables.
Mais donc voilà, diplomatiquement choisir entre deux mauvaises solutions quand on n'a pas les moyens d'intervenir. Il soulève effectivement un élément important. Des voyous qui sont au pouvoir et en même temps la communauté laisse faire. Et puis la France qui tiennent les armes. Oui. C'est pas une question de dire qu'il n'y a pas de moyens d'intervention, parce que au niveau des bases militaires, rappelons-nous quand même, la France est installée au Tchad. Elle est installée également au Gabon. C'est-à-dire qu'il y a possibilité pour la France de déployer très rapidement des troupes. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, de déplacer des troupes de ces deux capitales-là pour intervenir en République centrafricaine. En même temps, le Tchad n'est pas venu sauver Bozizé. Alors, le Tchad était déjà présent. Mais ils l'ont un peu lâché aussi, pareil. Alors, ça fait beaucoup. Ça fait le Tchad, ça fait François Hollande, oui. Je pense que c'est important de le dire. Le Tchad était présent. Et dans le débat, et d'ailleurs, on faisait référence au débat sur le Mali, la vraie question, c'est à un moment donné, quid des armées africaines. Je veux dire, il y a eu cette critique à un moment donné vis-à-vis de la France de dire, mais attendez, nous, l'Afrique, on est en mesure de déployer. Là-dessus, ça n'a peut-être pas réussi, mais l'idée, c'était, je pense, de mon point de vue aussi, de s'appuyer sur les forces africaines qui étaient déjà présentes sur le territoire centrafricain. Je trouve que la c'est seule lâche. qui était présent, c'était les Sud-Africains. C'est eux, manifestement, s'il y a quelqu'un qui les a lâchés réellement, c'est eux. Non, c'est pas eux. Parce que là où je trouve que l'attitude de la France est plutôt lâche, c'est que... Là, c'est eux, et là, c'est pas eux. Non, c'est pas eux. On a envie de comprendre. Parce que d'un côté, Jean-Sébastien, il dit là, c'est eux. Et Louis Comayou, il dit non, c'est pas eux. La République centrafricaine a fait appel aux Sud-Africains pour la formation. C'est un peu comme le cas de la France dans le génocide rwandais. La France n'était pas là pour intervenir dans le génocide. Elle était venue pour former des militaires rwandais. Il y a eu un dérapage, la France n'est pas intervenue et c'est dommage. Ici, on est dans un cas de figure où les Sud-Africains étaient venus pour former. Ce n'étaient pas des militaires qui devaient intervenir sur des terrains d'opération. Malheureusement, le régime a tenu malgré tout plus longtemps grâce à eux. Non, le régime a tenu grâce aux forces de maintien de la paix de l'Afrique centrale. C'est surtout eux qui sont intervenus massivement et qui ont permis à Bozizé d'avoir cette espèce d'oxygène qui lui manquait quand il a été... Imaginons une intervention de la France sans mandat international, arriver et dire à un moment donné, on va intervenir sur cette question-là. Je veux dire, ça aurait été dévastateur. On l'a vu déjà sur le Mali où il y avait un mandat international. Exact. On a accusé la France d'agir seule. Et là, pour le coup, la France serait intervenue. C'est pour ça que je pense que quand on parle de la France, on doit parler à un moment donné des organisations internationales. Et on ne peut pas parler de la France en tant que telle, parce que la France sans mandat, ne peut pas intervenir. Elle peut en revanche, elle a protégé ses ressortissants. Un peu facile, protéger ses ressortissants. Non, vraiment. Un peu facile. Je vais vous dire pourquoi. Parce que François Hollande, oui. Sur cette question-là, je ne suis même pas défenseur d'un. Je pense que c'est un sujet qui est compliqué. On n'a pas tous, et moi le premier, j'ai pas les tenants et les aboutissants. Ce que je sais, c'est que je peux comparer par rapport à ce qui s'est passé au Mali. On voit bien que c'est des sujets qui sont compliqués. On a vu qu'à un moment donné, la France elle a intervenu, et malgré le mandat international, on a accusé la France d'être seule. Non, est-ce qu'on peut craindre, messieurs, il nous reste juste quelques secondes. Oui, je vous en prie, c'est que si la France fait confiance aux armées africaines, il faut qu'elle aille au bout de sa logique. C'est-à-dire que nous n'intervenons pas, nous faisons confiance, y compris pour évacuer les troupes. Ça, il faudrait qu'on soit dans cette dynamique-là. Jean-Sébastien. Là, on parle que de choses, qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant, qu'est-ce qu'on aurait dû faire maintenant. Mais de toute façon, c'est un faux problème parce que ce sont des problèmes sans fin. La vraie question, c'est si on se projette dans l'avenir, qu'est-ce qu'on peut faire si on doit faire quelque chose pour aider l'Afrique. Et ça n'est pas si, parce que je pense qu'il y a un vrai problème de gouvernance en Afrique. Il y a des élites qui ne sont pas capables de gouverner leur pays, qui, quand elles arrivent au pouvoir, passent directement à la corruption. Si, parce qu'on devrait, alors que ce soit des forces publiques, que ce soit la France ou que ce soit des fondations à la Bill Gates ou autres, en tout cas, il y a un vrai problème de formation des élites africaines, et une fois qu'elles sont formées, qu'elles restent sur place. Parce que le problème, c'est que parfois, ceux qui sont formés, ensuite, ils restent dans les pays qui les ont accueillis. Et ça, c'est le problème. Il n'y a pas d'élite. Le problème n'est pas là. On n'est plus en 1960. C'est-à-dire, j'aurais compris cet argument si nous étions, par exemple, en 48 ou en 58. Il s'est passé 50 ans depuis. Et il s'est passé quoi? Y a-t-il un État africain qui tient le choc? Non. Au niveau des... si, ce sont des stress tests. C'est comme pour les banques. C'est comme pour les banques, ce sont des stress tests. Les États africains, à la moindre crise économique, politique, à la moindre rébellion, ils s'effondrent. Même les États dont on le pensait. Les États s'effondrent. Quand on était au lycée, vous ou moi, on apprenait la Côte d'Ivoire, c'était un modèle de stabilité. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est pas faute d'avoir une élite formée. Le Mali était aussi... C'est pas faute d'avoir une élite formée. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez dans n'importe quel pays. Il n'y a pas d'élite qui soit capable de gérer efficacement ces pays. Pas dans tous les pays, pas de manière égale, mais en Centrafrique, ça paraît évident. Je suis d'accord sur la République centrafricaine. On sent bien que là, effectivement... L'élite africaine, elle est présente, elle est là. On peut en penser ce qu'on veut, elle est là. L'absence d'État, je suis d'accord.
il y a effectivement par moment un déclin de l'État. Ce qui s'est passé, dans les années 60, ce qui s'est passé dans les années 60, il faut être humble, il faut que la France soit humble. Ce qu'on a produit en termes de classe politique en Afrique était à l'image de ce qui se passait en France. On ne peut pas à un moment donné, nous, en tant que Français, dire oui, non mais est-ce qu'on peut pas considérer que les Africains sont des grandes personnes, arrêter de les traiter en mineurs? Peut-être qu'après 50 ans, on pourrait considérer aussi qu'ils sont responsables de leur propre destin. Accordez-moi quelque chose de contradictoire dans votre propos, parce que vous dites à la fois, effectivement, il faut pouvoir les traiter comme des grands, et en même temps, vous dites, non, mais c'est que des gamins, et non... il n'y a pas qu'ils sont que des gamins. Je n'ai jamais dit ça. À aucun moment, le débat est intéressant, mais à aucun moment, Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico n'a souligné que c'était des gamins. Je force le trait, vous dites que je suis un politicien, je force le trait, mais ce que je veux dire, c'est quand il dit il n'y a pas d'élite, ça revient à enfantiliser. Ça revient à enfantiliser à un moment donné une classe politique qui est bien présente. Qu'il n'y ait pas d'État, c'est une chose. Dans ce cas-là, on arrête là. Parlons-en, mais prenons les bons termes et posons les bonnes questions. Quand vous parlez de l'appui institutionnel, quand vous parlez d'institutions, quand vous parlez de formation, là où je peux être d'accord avec vous, notamment, et d'ailleurs on pourrait parler, mais l'émission ne le prête pas, on pourrait parler si vous voulez bien, du rôle des collectivités. 3 autres sujets à traiter et à commenter. Du rôle des collectivités territoriales, mais moi je retiens en tout cas un propos, je retiens une chose, ce qui est important effectivement, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on tourne une nouvelle page. Ça, je suis d'accord là-dessus. Je crois qu'on est en plein dedans, messieurs. Allez, s'il vous plaît. Et qu'on ne soit pas des donneurs de leçons. Eh bien, parlons du mariage pour tous, s'il vous plaît. Bien sûr, le débat continue de toute façon la semaine prochaine. Vous savez, la Centrafrique, je pense qu'il sera question ici de traiter et de commenter la Centrafrique, puisque c'est un sujet qui va devenir, je pense, comme le Mali, un peu récurrent dans Ça fait débat. Messieurs, allez, on va essayer de rattraper légèrement ce léger retard, puisqu'on s'est légèrement étalé. Le mariage pour tous, en Afrique, en France plus précisément. Tout de suite, je vous propose de regarder tous ensemble ce sujet proposé par la rédaction de l'agence d'Afrique TV. À Douala, au Cameroun, vit une importante communauté française, estimée à 3000 personnes. Parmi eux, les opposants au mariage pour tous se sont réunis dimanche 24 mars afin de soutenir leurs compatriotes qui défilaient en masse à Paris. C'était important de pouvoir dire que le mouvement qui a été observé cet après-midi à Paris a eu aussi des répercussions à l'étranger, à Douala en l'occurrence, parce qu'on est français établis à l'étranger, mais néanmoins des Français qui sont préoccupés par ce qui peut avoir lieu ici, je dirais pour les projets de loi qui sont votés en France. Des citoyens qui ne veulent pas se faire oublier et qui appellent François Hollande à considérer leurs revendications. Réunis dans un restaurant français au cœur de Douala, ces familles, hommes, femmes et enfants, comptent bien être entendues. On ne se sent pas du tout écouté en tant que famille. On se sent vraiment ignoré et méprisé dans cette histoire de projet de loi Taubira. On veut son retrait parce qu'on est des millions à être contre cette loi et que c'est un sujet de société pour lequel le peuple doit être consulté. Selon les manifestants, seul un référendum pourrait trancher sur un projet de loi qui touche à des valeurs fondatrices. En attendant, pour ce père de 6 enfants, la demande est simple. Le projet, en retrait pur et simple, le mariage, un papa, une maman, des enfants. Prochaine étape, le Sénat, à Paris, à partir du 4 avril. Alors, messieurs, c'est vrai que ma première question, mais qui sont tous ces collectifs pour, contre, qui se mobilisent? Des chiffres impressionnants, au-delà de l'Hexagone, au-delà de la France. On a même affaire à une mobilisation, voire une forte mobilisation. Le sujet qu'on vient de regarder, d'ailleurs, le prouve. Par exemple, à Douala, au Cameroun, une communauté française qui se chiffre à environ 3000, il me semble, c'est ça? Oui, c'est les chiffres? à peu près. Oui. Messieurs, qui veut prendre la parole? Jean-Sébastien, ça me faisait sourire, très vite, ça me faisait sourire parce qu'en fait, dans le numéro, on voit bien que c'est la France en Afrique. Enfin, je veux dire, c'est pas les Africains qui se mobilisent. Là, on est sur un débat franco-français. On a vu quelques Camerounais. On a vu quelques Camerounais. Globalement, ça reste un débat franco-français qui était pas assez logique d'ailleurs. Voilà. Alors, messieurs, ma première question, qui sont tous ces groupes, ces collectifs, ces associations qui se mobilisent à la fois des pour, des contre? Au départ, on a dit que lobbies puissants. Au départ, on a dit que c'était les catholiques qui se mobilisaient contre le mariage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce qu'on voit autour de Frigide Barjot. C'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes. Mais à côté de ça, je crois que la vraie question que soulève le mariage pour tous, c'est celui de l'adoption, celui de la procréation. Parce que droit au mariage... C'est ce que disait d'ailleurs, tu l'auras remarqué en fin de sujet,
le père de famille disait il faut un papa, une maman et des enfants. C'est ce que disent les manifestants aussi. ce que Je pense disent les que personne n'a manifestations de problème avec le mariage homosexuel, parce que pour tous, c'est complètement absurde comme expression. C'est pas le mariage pour tous. Si vous êtes bisexuel, que Alors, vous dites j'ai envie de vivre avec un homme et une femme, de quel droit l'État serait là pour juger mon amour? On va vous répondre quoi? Enfin, donc, appelons un chat, c'est le mariage homosexuel. Voilà. Vous êtes d'accord avec ce terme? Est-ce que c'est ça? Non, justement, ça peut faire débat. C'est très précisément ce que dit mon non, mais confrère. si c'est le mariage pour tous, dans ce cas-là, c'est aussi la polygamie. Dans ce cas-là, donnons aux gens, ce sont des pratiques qui existent, permettons aux gens de les légaliser, si on veut aller sur ce terrain-là. Absolument. Donc déjà là, pardonne-moi, Louis, donc là, il y a un terme qui n'est pas le bon. Oui. C'est un terme marketing qui était probablement assez habile, sauf que je pense que c'était assez dangereux de placer ce terrain-là sur le débat de la discrimination ou de réparer une inégalité, parce que ça n'est pas de ça dont on parle. Et quand on entend toujours le même argument pour expliquer « Ah oui, mais pourquoi ces gens se mobilisent-ils pour aller refuser aux autres un droit ?» Mais c'est pas de ça dont il s'agit, c'est pas parce qu'ils veulent empêcher les autres de vivre leur vie comme ils le souhaitent, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus fondamental. La famille, ça n'est pas un droit de l'homme, c'est une institution. L'enfant, ça n'est pas un objet, il n'y a pas un droit à l'enfant, il y a un droit de l'enfant. Il y avait de ce point de vue-là un discours à l'Assemblée d'ailleurs très intéressant de Bruno Nestor Azero, qui est un député de Martinique, et qui exprimait la vision de l'outre-mer là-dessus. Et c'était un homme noir, et c'était un homme laïque, et c'était un homme de gauche qui exprimait son opposition au mariage homosexuel. Et c'était fascinant ce discours-là, parce que la caricature qui a été faite, c'est justement de dire « Ah, regardez, ce sont des catholiques, bourgeois, versaillais, je sais pas quoi, blancs. » et Vous êtes en train de nous dire que c'est une guerre. Ça ébranle la société à la fois entière, des religieux, je vous dis pas d'ailleurs, et à la fois des laïcs, et à la fois des... c'est cette guerre-là qui est en train de s'installer. Ça ouvre la porte. Ça trouble. Non, j'entends bien. Ça trouble ce que je veux dire, beaucoup de Français, qu'ils soient de gauche ou de droite, qu'ils soient catholiques ou qu'ils soient laïcs, ou athées, ou de n'importe quelle confession. C'est-à-dire, on a déplacé le débat sur ce terrain-là. Finalement, ça devient une confrontation religieuse. J'ai plutôt le sentiment, c'est ça. Religion contre les laïcs. On a déplacé le débat là-dessus. Mais le problème, on peut parler de la famille sans avoir un point de vue nécessairement religieux. Je n'accuse personne. Ça n'est pas la religion qui décide que pour faire un enfant, il faut un homme et une femme. Je dis simplement que ce qui se passe, c'est que quand on donne le droit de se marier, on doit aussi reconnaître aux gens le droit d'avoir un enfant. Ça, on ne peut pas lui interdire, parce qu'une fois que tu es marié, ton droit le plus élémentaire, c'est celui d'avoir un enfant. Est-ce que tu peux le faire quand tu es dans le cadre d'un mariage avec deux personnes de même sexe? Non. Alors, les deux autres débats qui arrivent derrière, c'est la gestation pour autrui et l'adoption et tout le reste. La PMA d'abord. Oui, procréation médicalement assistée. Et ensuite, la gestation Alors, pour la autrui. procréation médicalement assistée, tout le monde y a droit. C'est-à-dire que vous soyez personne de même sexe ou pas, il peut arriver qu'on ait un problème technique de ce point de vue-là et on a besoin d'être assisté pour avoir un enfant. Maintenant, la gestation pour autrui, c'est un autre débat qui est encore plus profond. Alors, est-ce qu'on arrive à régler ce problème? Profond, parce qu'il va se résumer à quelque chose de très simple, c'est qu'une fois qu'on aura eu le mariage pour tous et l'adoption, ensuite se posera la question de la PMA, qui est un peu moins choquante, si on veut le voir comme ça, que celle de la gestation pour autrui, sauf que là, on se rendra compte, on a créé une discrimination entre les couples homosexuels de femmes, qui pourront bénéficier de la PMA, et les couples homosexuels d'hommes, qui, eux, par définition, seront bien obligés d'avoir recours à une mère porteuse. Et là, on se dirait, c'est injuste quand même. Et c'est ça tout le problème, c'est qu'on rentre dans un processus, à avoir voulu, moi je ne suis pas contre ce débat-là, ni la loi, ce n'est pas l'objet, simplement pour voir la logique des choses. On a voulu le placer sur le terrain de l'égalité, de la réparation d'une discrimination, ça n'est pas de ça dont il s'agit. On peut tout à fait concevoir quand même qu'il y ait des situations de faits différentes qui génèrent des situations de droit différentes. On va essayer d'avancer. Est-ce que c'est mal vu en Afrique, le mariage pour tous? Moi j'ai plutôt le sentiment, après avoir quand même glané quelques informations, il me semble quand même, dans la majorité, que ce soit au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina, à Madagascar, etc., la population est plutôt contre. Non, mais il y a une question de droit. Au Cameroun, par exemple, puisqu'on a pris l'exemple de Douala, c'est une question de droit. Ce qu'on dit au Cameroun, c'est, pour l'instant, la loi ne le permet pas. Et il n'y a pas de débat parlementaire là-dessus. Aucun parti n'a déposé un projet de loi pour qu'on accorde le mariage aux personnes de même sexe. Donc, c'est hors débat, il n'y a pas de problème. Vous devez respecter la loi, elle est comme ça. Elle ne veut pas savoir si vous êtes homosexuel ou pas. Selon vous, en Afrique du Sud, en revanche... Il faut faire évoluer ce débat, y compris en Afrique, messieurs. Ali Soumaré, qu'on a très peu entendu. Politique française, je me contenterai de la France. Non, chacun, après...
J'ai pas de point de vue là-dessus, si ce n'est que de dire, voilà, je veux dire, en France, ça correspondait à un débat. Moi, tout à l'heure, j'écoutais le débat. Moi, j'appartiens à une génération qui a été quand même traumatisée par toutes ces promesses en politique qui n'ont pas été respectées. Pour le coup, mais on pourrait débattre, ça pourrait être l'objet d'une émission. Moi, j'ai pour souvenir, pour avoir été dans cette campagne et partie prenante dans cette campagne, que c'était un engagement de campagne. Donc, par définition... qui n'ont pas été tenus. Le chômage aussi. Mais justement, j'ai dit que ça... Je pense que... Vous avez remarqué, j'ai pas beaucoup parlé. Ce n'est pas le mariage pour tous, quoi que les gens en pensent. Le droit de vote des étrangers non communautaires, pareil. Ne vous inquiétez pas, si c'était la seule promesse non tenue de François Hollande... Attendez. Comme de toute façon, on est sur ce sujet-là et que je parle de cette question-là, je vous dis, voilà, moi j'appartiens à une génération qui a besoin à un moment donné, comme repère en politique, qu'on respecte ses engagements. Et c'est ça, et ce propos-là... Était-ce la priorité? Je pense que non. La question, non, parce que c'est pas parce qu'il est posé là aujourd'hui... Jean-Sébastien Ferjou l'a souligné. C'est pas parce qu'il je pense qu'il y a là quand même la crise. C'est pas parce qu'il est posé là aujourd'hui que c'est une priorité. Il y a d'autres débats. Est-ce qu'on a parlé, est-ce qu'on débat dans cette mesure, est-ce qu'on débat dans cette proportion de l'augmentation de la prime de rentrée scolaire pour les gens qui n'ont pas les moyens? Pourtant, ça a été une mesure de campagne, ça a été fait. Bon, c'est une mesure qui a fait consensus, qui a été... Il y a un débat aujourd'hui sur le fait de considérer comme les allocations familiales, quand on dépasse un certain revenu, on ne doit pas y avoir. Bon, c'est un débat. C'est comme dans tout débat, mais c'est pas... Ce débat-là n'est pas une priorité. Allez, on va tenter. Il prend une proportion, mais c'est pas un débat qui est prioritaire. C'est un débat qui est posé comme étant un engagement de campagne. Le débat continue sur la page Facebook. Qui était légèrement contradictoire. Débat Jean-Sébastien. Et sur Twitter, c'est FDébat, troisième sujet qui a secoué et qui a marqué la semaine. S'il vous plaît, messieurs, est-ce que vous avez suivi l'actualité des Femen tunisiens? Ou pas du tout? Avec le Forum social? Avec le Forum social. Oui, bien sûr. Et puis les Femen tout court aussi. Hein. Vous les avez suivis? Oui, j'ai vu. Je propose tout de suite, oui, avant de lancer les sujets, et puis surtout se poser tous autour de ce plateau les véritables questions de ce phénomène, je vous propose de regarder ce sujet qui a été proposé par l'agence de presse Afrique TV. Sur les réseaux sociaux, le phénomène Femen prend de l'ampleur. Amina, la première femme Femen tunisienne, est soutenue par des femmes au sein nu aux 4 coins du monde. Adel Almi, président de l'association modérée de la sensibilisation et de la réforme, a lancé un appel à la lapidation d'Amina dans un article du magazine électronique Tunivision. Nadia Fani, cinéaste, a fait un geste de soutien à la jeune activiste Amina sur sa page Facebook. Les activistes du mouvement se mobilisent suite à la disparition d'Amina depuis jeudi dernier. Elles affirment qu'elles ne lâcheront rien tant qu'elles ne l'auront pas vue. Interviewée par le site internet Jadal, Amina revendique ses droits en tant que femme et explique son choix d'adhésion au mouvement. C'est sur le plateau de la chaîne Atounzia qu'Amina a fait sa première apparition à l'écran dans l'émission de Naoufel Wartani, L'Abbesse. Elle avait expliqué de nouveau les raisons de son choix. Adel Almi était à son tour invité sur le même plateau. Il a exigé qu'on lui change son fauteuil, utilisé par la jeune femme une semaine auparavant. L'animateur avait alors entamé son dialogue, une fois sa demande satisfaite. Ah, ça vous fait sourire tout ça, effectivement. Alors, est-ce que ça fait débat? Mais finalement, la première question que je vous pose, messieurs, Jean-Sébastien, Ali Soumaré, et puis enfin Louis Comayou. Première question, est-ce un objet de controverse, de polémique? Est-ce que systématiquement, pour se faire remarquer, est-ce que la femme est obligée de se mettre à nu, mais mettre seins nus, d'accord, pour exprimer ses revendications? Jean-Sébastien. Qu'elle soit obligée. Non, heureusement que Christiane Taubira ne s'est pas mis seins nus à l'Assemblée pour défendre le projet de loi. Heureusement qu'elle n'est pas obligée de le faire. Alors, est-ce un objet de controverse, les Femen tunisiennes? Mais il y a deux choses. Il y a les Femen qui sont un phénomène européen, donc déjà ça a un sens européen. Je ne suis pas sûr que dans les pays du Maghreb, dans des pays plus conservateurs, ce soit vraiment très habile, parce qu'on ne peut que souhaiter que ces pays entrent dans la modernité, mais dans la leur, pas simplement en important des phénomènes européens. Et je voyais, il y avait une Marocaine qui parlait, qui a créé un mouvement. Il y a cet autre mouvement de féministes qui s'appelle la Marche des Salopes, qui avait démarré après un contrôle de police qui avait mal tourné, si je me souviens bien, pour une histoire de viol au Canada, qui s'est répandu dans le monde entier. Elle a voulu lancer le mouvement au Maroc, elle a changé de nom parce qu'elle s'est rendue compte que Marche des Salopes, c'était un terme qui ne passait pas dans la société marocaine. Donc après, il faut savoir ce qu'on veut et s'adapter aux différents contextes. Et je ne suis pas sûr que là, se mettre seins nus en Tunisie à l'heure actuelle, ce soit le meilleur moyen, même si incontestablement, ça attire l'attention. Il aurait fallu changer de nom, peut-être ?
l'appeler Mais autrement. c'est pas forcément le nom, c'est l'attitude. C'est l'attitude. On voit bien que dans la société tunisienne, c'est compliqué. Après, si elle pense qu'il y a un espoir de susciter un mouvement derrière, pourquoi pas? Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on doit utiliser son corps comme moyen de revendication, Louis? C'est de la provocation gratuite. Tout simplement. Vous êtes en train de taper fort quand même sur les fémènes tunisiens. À la fois Jean-Sébastien, Louis, j'attends quand même le commentaire à la réaction de C'est de la provocation gratuite. Parce que quand vous êtes féministe, que pendant très longtemps, vous avez expliqué aux gens que c'est mauvais d'utiliser le corps des femmes pour faire la promotion du yaourt, des voitures et je ne sais pas trop quoi, que vous veniez nous exposer des seins nus et des... Enfin... Je trouve ça nul. C'est contre-indiqué. C'est contre-indiqué parce que vous allez... C'est dur ce que vous dites, hein, Louis, quand même. Au moins, l'objectif est réussi. Je pense que c'était une méthode pour pouvoir interpeller l'opinion publique. Attendez. Le résultat est là, c'est qu'ils interpellent l'opinion publique. Après, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Ou est-ce que c'est retombera? Je suis pas certain que cela puisse... La seule manière de le faire, non. Évidemment, c'est pas la seule manière de le faire. Vous êtes en train de nous dire que la société n'est pas prête? La société tunisienne n'est pas prête? C'est pas une question d'être prête. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, monsieur, ou pas du tout? En France ou n'importe où ailleurs sur le globe. Mais le combat s'annonce difficile alors pour elles. Non, c'est anti-féminisme ce qu'elles sont en train de faire. C'est complètement anti-féministe. C'est contre les droits. Sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est mon point de vue. Je pense que Madonna a fait autant avancer dans la réalité du quotidien. Elle n'a jamais demandé à non, mais Madonna, elle a toujours utilisé son corps et en même temps, elle a imposé l'image. Et elle a généré une génération derrière. Oui. De Rihanna et autres de femmes qui disent oui, on joue avec les codes. C'est du marketing. Oui, c'est du marketing, mais elles ont changé aussi la position des femmes et elles ont su imposer des modèles où c'était des femmes qui étaient aux commandes, pas seulement des chanteuses qui dépendaient de producteurs. Mais qu'est-ce qu'on répond? Parce que pour celles et ceux qui nous regardent, enfin, je pense qu'il faut qu'on l'apporte. Ça suffit pas de vous entendre dire que c'est contre-productif. Jean-Sébastien, j'ai bien compris votre position, mais la polémique sur la féminine, eh ben vous savez, en Tunisie, elle enfle tous les jours. Qu'est-ce qu'on répond face à ça? On répond, en tout cas, force est de constater, comme je le disais tout à l'heure, hein, que ça permet d'avoir le débat. Est-ce qu'on doit l'enfermer? Est-ce qu'on doit considérer que c'est la seule manière de faire? Non, je crois pas, et ça a été dit tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, ces filles-là ont considéré qu'à un moment donné, ils voulaient faire avancer leurs questions, et donc de manière provocatrice. Mais il y a plein de manières provocatrices, il y a plein de mouvements différents qui, de manière provocatrice, choisissent la provocation pour pouvoir interpeller ou pour pouvoir faire débat. Une seule réponse à apporter, c'est que, quoi qu'il en soit, il faut défendre les filles qui se trouvent... Après, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec la méthode qu'elles ont choisie, c'est une autre question. Ça ne mérite pas la lapidation, ça ne mérite pas qu'elles soient séquestrées. Voilà, ça, pour le coup, c'est un point important et il faut savoir le rappeler et souhaiter que les Tunisiens s'en rendent compte. Alors, la question, si vous voulez défendre les droits des conducteurs, par exemple, sur l'autoroute, en faisant 300 km/h et que vous vous faites choper par la police, je n'irai pas vous défendre. Hein. Je ne me mettrai ni nu, ni à aucun autre endroit pour vous défendre. C'est hors de question. Messieurs, je vous poserai cette question, s'il vous plaît. Je vous poserai cette question, s'il vous plaît. Messieurs, s'il vous plaît. Alors, ma question, les fémènes ont-elles leur place en Tunisie, en Égypte, en France et partout dans le monde? Elles sont tunisiennes. En tout cas, les filles qui portent... Voilà, c'est ça. Ceux qui ont décidé de poser ça, elles sont tunisiennes. Donc la question ça se pose même pas. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est une chose. Mais elles sont là, elles sont dans le paysage, elles posent une question. Peut-être de manière caricaturale. Même quoique j'en suis même pas sûr, parce que vraiment la provocation, j'utilisais tout à l'heure l'exemple des agriculteurs qui déversent du lait, c'est provocateur, et ceux qui sont adeptes entre guillemets de pas faire du gâchis, ça peut les choquer, sauf que c'est un choix à un moment donné d'interpeller l'opinion. Après, quelle est la nature de leur combat vraiment? Parce que il n'y a pas juste la méthode, c'est que font-elles? Quand on voit des fémènes aller seins nus dans Notre-Dame, moi je les attends seins nus à la mosquée aussi, parce que c'est toujours facile de s'attaquer au même symbole. Il y a des combats qui sont un peu plus faciles que d'autres, et surtout un peu vains, un peu creux. Parce que le problème des droits des femmes, il se pose sur les allocations familiales, il se pose sur des tas de problèmes justement de comment réussir quand on vit dans une grande ville à faire garder ses enfants, etc. Enfin, il y a bien d'autres problèmes que ceux qu'elle pointe du doigt en général en premier lieu. C'est d'ailleurs pour ça qu'en France, on devrait se garder de donner des leçons, parce que quand on voit que les femmes sont moins payées que les hommes à compétences égales, on a encore nous aussi des avancées à faire. Donc c'est facile de donner des leçons. Sur la parité, on pourrait sur la parité, oui, tout à fait. Donc voilà. Pendant plusieurs jours, on s'est inquiété, notamment et plus précisément sur Amina. Vous savez, Amina qui porte les fémènes tunisiens. Eh bien, on a des nouvelles. L'avocate tunisienne s'est exprimée et a clairement dit que Amina va bien, elle se porte bien et elle est auprès des siens, donc c'est-à-dire la famille. Voilà, et que tout va bien pour elle. Parce que pendant très longtemps, effectivement, on n'avait plus de nouvelles. Donc la Tunisie, qui est allée en Tunisie, qui l'a retrouvée, effectivement, elle est retenue contre son gré par sa famille, qui la gave d'antidépresseurs en disant que c'est une fille instable et fragile. Alors peut-être qu'elle n'est pas, j'en sais rien, mais elle n'est pas juste auprès des siens dans une ambiance de sérénité, manifestement.
En tout cas, les nouvelles sont plutôt bonnes pour Amina. On poursuit. Foot. Parler, oui. Enfin, façon de parler. Il y avait l'antidépresseur retenu chez soi. Je sais pas si non, mais je disais, on l'annonçait morte. Oui. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est encore vivante et qu'elle est toujours active. Messieurs, vous aimez le foot? Ah oui. Ah oui, je vois, elle est là, ça y est, on va l'entendre, là, il va commenter, messieurs. Je crois qu'il y a que des la Marseillaise. Est-ce que vous chantez la Marseillaise? Non, je la chante. Jean-Sébastien. Mais dans quelles circonstances? Je sais pas, un match de foot, par exemple, vous vous retrouvez au Stade de France? Non. Non? Ali, Soumaré? Moi, sur un match de foot, je ne la chante pas. Il m'est arrivé de la chanter sur des cérémonies patriotiques. Eh bien, on va en parler, messieurs. Et enfin, Louis, vous la chantez? Non. Non. Je vous propose de regarder peut-être ces images, là, vous savez, ces joueurs qui sont de double nationalité, qui sont issus de l'immigration. Ma première question, vous savez, quand on voit les Benzema, quand on voit tous ces joueurs talentueux qui marquent des buts, mais en même temps tiraillés entre être français et avoir cette double nationalité. Ils ont fait leur choix déjà. Alors, messieurs, ma première question, une histoire, je ne vous la prends pas la Marseillaise, une histoire entre la France et les pays colonisés. Les joueurs français avec une double origine. Est-ce que clairement, messieurs, ils doivent chanter la Marseillaise lorsqu'ils entament leur match? Il y a une première discrimination. Ali Soumaré. Parce qu'on serait originaire, originaire d'un autre pays, on serait dans l'obligation de chanter la Marseillaise ou en tout cas de la mimer. Donc ça, c'est déjà moi quelque chose d'insupportable et une première discrimination. Et d'ailleurs, j'ajoute parce que tel qu'il est posé le débat, on serait un bon Français parce qu'on chanterait la Marseillaise. Depardieu, moi, si je chante la Marseillaise, moi, je ne considère pas que c'est un bon Français aujourd'hui. Tout ça pour dire quoi? Pas de manière provocatrice. Tout ça pour dire que le débat, je pense qu'il y a un problème de citoyenneté. Vous allez vous faire cogner, Ali Soumaré. En fait, Benzema et d'autres, tous ces jeunes issus d'immigration, même combat. C'est-à-dire que finalement, Platini, que ce soit le jeune en politique, non, il me semble. que ce soit Zidane, immigré italien. Que ce soit le c'est une polémique, que ce soit le jeune, on s'en fout complètement. On ne va pas leur demander de marcher au pas de loi tant qu'on y est. Enfin, on peut vivre quand même en étant suffisamment libéraux pour considérer que les individus ont leur liberté de conscience. La question, c'est pas celle-là. C'est qu'on a déporté sur cette question-là la question de l'identité nationale et du lien éventuel entre identité nationale et immigration. Il est là le vrai débat. C'est celui-là, mais comme quand ce débat-là a été Mmh. posé, on nous a expliqué que c'était raciste, que c'était fasciste, que c'était je ne sais quoi, du coup, on se retrouve à poser la question sur des points idiots, parce que si Benzema n'a pas envie de chanter la Marseillaise, qu'il ne la chante pas, et on s'en cogne. L'important, c'est qu'il se sent... C'est beaucoup plus important que l'équipe de France, qu'elle soit d'origine... Enfin, que les joueurs soient d'origine immigrée ou qu'ils soient français d'origine, je sais pas quoi, je sais même pas comment on dit, parce qu'on sait plus comment dire maintenant. Ouais, déjà dire français d'origine, c'est... Oui, mais voilà, on ne sait plus comment parler, mais bref. Ce qui compte, c'est qu'à la différence du dernier mondial, ils ne se montrent pas une équipe de gamins gâtés, incapables d'avoir un esprit d'équipe. C'est ça qu'on leur demande, qu'ils chantent la Marseillaise ou qu'ils la chantent pas, c'est pas l'objet. Et même ça, je dirais même si c'était des gamins gâtés avec leur PlayStation et qui ne feraient rien sur un terrain de foot, je ne vois pas pourquoi, à un moment donné, on devrait juger de leur citoyenneté ou du fait qu'ils soient français une fois qu'il y a de mauvais résultats. Parce que Zidane, personne ne se souvient s'il chantait la Marseillaise ou pas. Ce qu'on retient... Non, il la chantait pas. Non, il la chantait pas. C'était un joueur de l'équipe. Et ce débat est d'autant plus absurde sur la Marseillaise. Et pourtant, c'était un Français, un joueur de foot. Et voilà, en tant que tel, il n'y avait pas de débat sur sa double citoyenneté ou sur le fait d'être d'origine. Et puis il y a autre chose. Peut-être qu'avec tous nos téléphones multifonctions, où on a un téléphone qui fait caméra, c'est à la rigueur s'il ne fait pas le café et qui ne vous rase pas. Avec ça, on a l'impression que tout le monde peut tout faire. Sur un terrain de foot, on n'est pas dans un studio. C'est quand même une autre question. On leur demande pas de chanter en courant. Oui. Donc c'est ça. On ne doit pas demander. Si on est à la Star Academy, ça se sait. Tu vois, on te juge sur ta capacité à bien chanter ou pas. Non, mais c'est quand même. On n'est pas à la Star Academy. Ce qu'on attend d'un footballeur. On ne peut pas quand même s'amuser à dire la Star Academy et les matchs de foot, voyons. Non, ce qu'on est en train de lui demander là, c'est de chanter, de bien chanter la Marseillaise. Parce que s'il chante mal, on viendra lui dire... Non, du tout, le débat là. Le débat, c'est pas ça. On n'a pas vu ses lèvres bouger pendant la Marseillaise. C'est s'il se sent à l'aise en France, sauf qu'on le pose sur une question qui n'a pas de sens. Moi, c'est la question qui m'intéresse. Elle a d'autant moins de sens qu'il y a un... Je sais plus, malheureusement, je me souviens plus, mais je crois que c'est le Wall Street Journal qui a fait une enquête sur les différents pays, et figurez-vous que la France est l'un des pays où on chante le plus la Marseillaise. À 77% dans les cérémonies officielles, les athlètes ou les joueurs français chantent la Marseillaise. Plus qu'aux États-Unis, donc pourtant on a l'impression qu'ils sont extrêmement patriotes. Donc voilà, le chiffre, il est celui-là. Donc cette question-là, elle est idiote. Enfin, en tout cas, quand on la porte là-dessus. Après, on peut poser la question à Karim Benzema ou à d'autres, effectivement, parce qu'ils sont des modèles aussi. Est-ce qu'ils se sentent français? Dans quelles circonstances ils se sentent français? Je pose la question, messieurs, notamment, je vous donne la parole, Ali Soumaré. Mais parce qu'on n'est pas un supermarché. Joueur de l'équipe de France, Jean-Sébastien, s'il vous plaît. Joueur de l'équipe de France. Tous celles et ceux qui nous regardent ce soir, ils ont peut-être besoin qu'on les accompagne. Tirailler, vous le savez, je ne vous l'apprends pas. Tirailler à la fois entre être français, vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Sébastien, mais également le pays d'origine.
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, messieurs? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont tiraillés. Louis, je vous promets, ils sont tiraillés. Non, mais... Mais non, ils sont mal à l'aise en France. La vraie question, c'est celle-là. Non, ils sont pas mal à l'aise. Mais pour certains, pas tous. Benzema, quand il est en France, il paye ses impôts en France. D'ailleurs, mais ça n'a pas de rapport. Deuxièmement, il est super à l'aise. Il est super à l'aise en France. Moi, si je paye mes impôts en ce moment, je me sens pas à l'aise avec le pouvoir en place. Oui, mais sauf qu'on pose pas. Le prisme, il est pas le même. C'est-à-dire qu'un Benzema, on poserait toujours la question de savoir s'il est à l'aise avec la France ou pas, alors que d'autres, effectivement, on vous posera jamais la question de savoir si vous êtes à l'aise ou pas. À travers le débat, à travers le débat de Benzema, c'est une question. Il n'y a pas de raison d'exempter les uns ou les autres. Tout le monde est concerné par le vivre ensemble. Tout le monde est concerné. Ne changez pas. Laissez-moi parler. Jaune, on s'en fout. Laissez-moi tout parler. Le monde est concerné. Moi, je dis pas que tout le monde n'est pas concerné par le vivre ensemble. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce que je vous dis, c'est que derrière le débat qui est à travers le fait que Benzema chante ou pas la Marseillaise, chante ou pas la Marseillaise, d'origine étrangère. Faut qu'on s'écoute. Faut qu'on apprenne à s'écouter. Voilà. Moi, je dis qu'à travers le débat, mais aussi le débat, à travers le débat sur la Marseillaise, il y a un autre débat qui est derrière. Et vous l'avez vous-même dit. C'est un débat sur les bons Français, sur les mauvais Français. Or, en l'occurrence, je crois que c'est ça qui est en l'occurrence, il me semble qu'on n'ose pas. En même temps, je suis un peu d'accord avec ce qu'avance quand même Jean-Sébastien, c'est qu'on n'ose pas en France, effectivement, dire que parce que la question à Benzema. Je crois qu'il y a un véritable. Ali Soumaré, s'il vous plaît, vous êtes un homme, vous êtes une personnalité politique. Je vais vous dire, vous êtes une personnalité politique, Ali Soumaré, et je peux vous dire qu'il y a un véritable malaise. Effectivement, et Jean-Sébastien, je rejoins quand même son point de vue. Il y a un véritable malaise. Et il faut le reconnaître. Et à un moment, je pense qu'il faut quand même poser le débat. N'est-ce pas, Louis? Il faut poser le débat. Et là où les hommes, les personnalités politiques, vous n'osez pas. Un problème avec le fait d'être français. Je veux pas le harceler. Juste parce qu'il s'appelle Karim Benzema, il aurait un problème avec le fait d'être français. Mais Gérard Depardieu, on lui a cassé les pieds. Jean-Marc Ayrault a dit qu'il avait un comportement minable. Mais si, on n'a pas arrêté d'entendre et on entend les membres de ce gouvernement nous expliquer que les gens qui partent en exil fiscal sont des mauvais Français. Et ceux qui partent, ils ne sont pas forcément d'origine étrangère. Ça leur appartient, il faut les inviter et leur dire. Mais ce que je veux dire, c'est que vous demandez aux gens, est-ce que vous voulez vivre ici avec les règles actuelles, qu'il s'agisse de sociabilité, qu'il s'agit de payer ses impôts. Benzema qui paie ses impôts, qui a sa maison, qui a sa famille, en quoi il aura un problème avec la France? Mais je vous dis pas qu'il en a un. En quoi il a un problème avec la France? Je ne vous dis pas qu'il en a un. Vous dites ils ont un problème avec la France. Mais je ne vous dis pas qu'il en a un. Allez, on va tenter. On arrive au terme. Je vous dis juste qu'il est un modèle, qu'il est plus exposé que d'autres et que vous ne pouvez quand même pas prétendre qu'il n'y a pas dans ce pays un problème auprès de certains Français d'origine étrangère. Messieurs, mais oui, mais on ne va pas lui demander de répondre tous les jours. Alors, on voit bien quand même, autour de ce plateau, effectivement, dans cet TV débat sur Télé Sud, on voit bien quand même qu'il y a un débat qui s'installe et je suis heureux et il faut le partager. Il faut que ce débat aussi soit commenté sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter CF débat. Je pense qu'à mon avis, il va se poursuivre ce débat et je vous invite à le relayer. Effectivement, je pense. C'est une véritable question qu'il faut poser ici. Messieurs, merci à vous. Tout de suite, nous allons recevoir, vous savez, Flic Oukaïara. Il fait parler de lui. On l'appelle le Victor Hugo des quartiers populaires. Il s'appelle Rachid Santaki. Et je suis très heureux de le recevoir ici dans cette deuxième partie de l'émission. Je vous remercie infiniment. Merci Louis Comayou. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Avec autant de plaisir, autant de passion, n'est-ce pas? Autant de débats aussi également. Merci à Ali Soumaré, conseiller régional du Parti Socialiste. Merci infiniment Ali Soumaré. Merci et c'est un plaisir. Merci également à Jean-Sébastien Ferjou, le patron d'Atlantico. Vous savez, ce quotidien en ligne que je vous invite à aller regarder, un site de débat et d'actualité. N'est-ce pas? Merci, à très bientôt. À vous. Allez, tout de suite, messieurs, à très bientôt. On reçoit l'invité de Ça fait débat, Flic Oukaïara. C'est maintenant. Pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver dans Ça fait débat, comme chaque vendredi à 23h, vous le savez, soyez les bienvenus. Merci de votre fidélité. De notre invité de Ça fait débat, ce soir, j'ai l'immense plaisir de recevoir Rachid Santaki. Ça s'intitule Flic Oukaïara. Flic Oukaïara, on en parle. Merci Rachid Santaki d'avoir accepté notre invitation. Aux éditions du Masque. Oui. J'ai remarqué un truc, tu as changé de maison. Vous savez changer de maison, pardon. Je tutoie tout de suite là. Vous avez changé de maison? Oui, j'ai changé de maison. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je me suis embourgeoisé. Vous êtes embourgeoisé? Non, j'étais chez Moisson Rouge et c'est la maison d'édition qui m'a découvert. J'ai sorti mes 2 premiers romans, Les Anges s'habillent en Kaira et Des chiffres et des litres. Et j'ai rencontré Hélène, l'éditrice du Masque, la maison d'Agatha Christie, avec qui il y a eu un bon feeling. Et puis voilà, j'ai décidé de faire le pas. C'est assez accrocheur, on peut le reconnaître. C'est vrai, dans Flic Oukaïara. Mais pourquoi Flic Oukaïara?
C'est-à-dire quoi, qu'on est condamné à être flic ou Kaira ou une Kaira? Non, pas du tout. En fait, quand on habite les quartiers populaires, bien sûr. Non, même pas. En fait, c'est vrai que j'aime bien jouer sur l'ambiguïté avec ce titre, mais en réalité, ce titre, c'est juste une reprise, un détournement de Flic ou Voyou, qui avait été écrit. C'est Lautner qui l'avait réalisé, et Audiard avait fait les dialogues. Donc moi, c'est une référence à ce film avec Jean-Paul Belmondo, tout simplement. Mais c'est vrai que de détourner le titre et d'arriver avec Flic ou Kaira, les gens, forcément, c'est polémique, c'est sujet à discussion, ça fait débat. Il est préfacé, ça m'a frappé, par Mohamed Meshmash, qui est le président du collectif Assez le Feu. Pour quelle raison? Pour quelle raison? J'ai eu une préface d'Oxmo Puccino sur mon premier roman. Sur le second, c'était Dominique Manotti. Et là, je voulais quelqu'un qui soit un acteur social de Seine-Saint-Denis. Donc pour moi, Mohamed Meshmash, c'était un profil qui correspondait un peu à la voix que je voulais en introduction du roman. Et puis surtout, mon roman se déroule pendant les événements les révoltes sociales d'octobre 2005. Et je pense que c'était la personne... Rachid Santaki, votre surnom, c'est le Victor Hugo du ghetto. Mais ça sort d'où? Ça sort en fait de jeunes qui me chambraient et qui ont étudié des classiques, et donc qui m'appelaient t'es le Victor Hugo du ghetto. Donc ça a commencé à tourner, voilà un peu le surnom. Après, je crois que je suis plus proche de Camus que de Victor Hugo en réalité. Je vois. En tout cas, on va parler, avant de vous parler de votre ouvrage, Flic ou Kaira, aux éditions donc du Masque, excellent. Je tiens à vous le féliciter. Merci. Parce qu'effectivement, moi je suis assez fan, parce que je crois qu'on se connaît un peu, je vous ai invité régulièrement. Bien sûr. Et j'ai suivi vos ouvrages, et d'ouvrage en ouvrage, vraiment la qualité est assez exceptionnelle. Donc on peut le reconnaître, je vous invite à vous... je ne suis pas en train de faire de la pub, je suis juste en train de dire à tous nos téléspectateurs que c'est un excellent ouvrage et qu'il faut aller le lire. Allez, Rachid Santaki, on va essayer de gagner du temps. Hollande et ses engagements en pleine campagne présidentielle. Souvenez-vous, il s'est engagé auprès des jeunes, des quartiers populaires, il s'est engagé auprès de la jeunesse, d'accord? Il s'est engagé auprès des Français issus de l'immigration, il s'est engagé aussi, y compris il s'est positionné d'ailleurs sur le vote des étrangers. Est-ce qu'il a tenu ses promesses, François Hollande, le président français, ou pas du tout? Est-ce que vous êtes déçu, Rachid Santaki? Je pense qu'il a beaucoup de travail. Après, ce qui est important, c'est qu'il a été, de ce qu'on dit, élu par les cités, quelque part. C'est ce qui a fait la différence. Et qu'il y a une attente de la part des quartiers populaires. Bon, c'est vrai que François Hollande a apaisé les esprits. Après, effectivement, la place, contrairement au président sortant. Vous n'osez pas dire Nicolas Sarkozy? Non, si, je peux dire Nicolas Sarkozy, il n'y a aucun souci, je n'ai pas de problème à citer son nom. Non, mais contrairement à Nicolas Sarkozy, qui lui a plus attisé la haine, François Hollande a apaisé. Maintenant... Il a apaisé, mais en même temps, on a affaire à un François Hollande aujourd'hui qui est au plus bas des sondages, et qui est confronté à une jeunesse des quartiers populaires qui est frustrée désormais. Oui, comme on l'a vu à Dijon, par exemple. Absolument. Dijon. Mais le problème aussi, c'est les promesses. Tout simplement, la politique de la ville qui est menée par le ministre Lamy. J'ai eu l'occasion, par exemple, là, justement, il y a Mohamed Meshmash et Marie-Hélène Becquet, si je n'écorche pas son nom, qui travaillent sur la participation des habitants. Il y a pas mal de choses qui se font au niveau politique de la ville. Après, c'est vrai qu'on généralise sur François Hollande en se disant que, effectivement, quand on voit médiatiquement comment elle était accueillie à Dijon, on peut s'interroger. Les choses, la situation dans les quartiers, c'est vrai que le Parti socialiste doit faire attention, notamment en Seine-Saint-Denis, avec le problème de PSA, les 600 familles qui sont sur la sellette avec la fermeture justement de l'usine PSA. Heureusement qu'on n'a pas de climat de tension comme avec la droite, parce que je pense que ça aurait pété depuis longtemps. Maintenant, c'est vraiment au président de trouver des solutions et surtout de mener. Mais après, il y a les emplois d'avenir qui sont en cours. Le président français, Rachid Santaki, ne s'est pas encore positionné. D'ailleurs, c'est assez timide. Je veux faire référence à cette question qui est fondamentale, le vote des étrangers. Est-ce que vous regrettez certaines choses? Est-ce que vous regrettez, par exemple, Rachid Santaki, qu'aujourd'hui le débat n'ait pas lieu?
C'était un des engagements. Oui, c'est un des engagements. Il y a le délit de faciès, il y a pas mal de choses concernant les quartiers. François Hollande. Voilà, il y a pas mal de choses. Maintenant, il faut peut-être déplacer le curseur et se poser la question déjà du vote, tout simplement, de la participation des habitants. Les gens, qu'ils soient étrangers ou tout simplement français, dans les quartiers populaires, ne votent pas. Ils ne se retrouvent pas, ils ne veulent pas participer à la société. Donc, il y a déjà... Et si on donnait la possibilité aux étrangers, à ces immigrés, d'aller voter, au municipal par exemple, est-ce que vous pensez, à un moment, les choses peuvent basculer? Est-ce que la France est prête? Est-ce qu'ils voteront? C'est aussi ça la question. Est-ce qu'on aura encore de l'abstention? C'est tout ça. C'est vrai qu'il y a des questions qui ont été soulevées, des engagements. Il faut aller au bout en tant que candidat. Voilà, je pense qu'il doit aller au bout de ces engagements. Mais maintenant, la question, comme je le disais, elle est de savoir sur le vote, sur réellement la participation des gens, sur le fait de se sentir français, de s'impliquer. Tout à l'heure, vous avez évoqué la question de la Marseillaise. Est-ce que les gens, justement, ont fait un travail dans ce sens-là? Et je pense que peut-être que le travail, il a apaisé effectivement les Français. Mais maintenant, il y a un travail de fond aussi de se réapproprier tout simplement le territoire, se réapproprier aussi la France. Donc je pense, vous voyez, c'est pas, la question n'est pas forcément sur le droit de vote des étrangers. Effectivement, il s'est avancé là-dessus, il faut qu'il aille au bout. Mais bien avant ça, il y a d'autres problèmes. L'abstention, la participation des gens. Vous faites de la politique, Rachid Santaki? Je m'intéresse beaucoup à la politique. Je tutoie la politique, mais je n'en fais pas officiellement. Est-ce que ça fait partie de vos projets, de vous engager politiquement? Je ne sais pas encore. C'est trop tôt pour le dire? C'est pas trop tôt. J'ai des contacts avec des candidats à la mairie de Paris. Voilà, je suis en contact avec pas mal plutôt gauche, plutôt droite? Plus gauche, évidemment. Allez, Rachid Santaki, parlons de votre ouvrage. Dites-moi, vous avez écrit au total 4 livres, dont 3 romans en 2 ans. Mais comment vous faites? Je dors peu. C'est pas possible. Je dors peu et je travaille beaucoup. Non, mais après, l'écriture, je l'explique quand je rencontre des jeunes, c'est que je suis très rigoureux. Et c'est un peu comme un sport, du lundi au vendredi, de 6h à 9h du matin, j'écris. Et en plus, vous avez une particularité. Moi, j'ai lu attentivement votre ouvrage. Mais c'est écrit de façon très précise, chapitre par chapitre. Là aussi. Avec des dates. Avec des dates, absolument, oui. Dites-moi, la ville de Saint-Denis, parce que souvent vous parlez de la ville de Seine-Saint-Denis. Oui. Pourquoi c'est une ville symbolique pour vous? Déjà, c'est une ville que je kiffe, tout simplement. C'est une ville que j'aime beaucoup. J'ai habité Saint-Ouen, j'ai été scolarisé à Saint-Denis. Oui, mais la description est souvent sombre. Sombre, oui, parce que... Pourquoi vous n'apportez pas, par exemple, une description qui soit peut-être lumineuse, rayonnante, une banlieue qui bouge, une banlieue qui fonctionne, qui marche? Pourquoi ce choix, Rachid Santaki? Le choix, il est de faire un tableau noir de Saint-Denis pour susciter le débat. Le polar, c'est montrer le pire de la société. Donc déjà, d'être dans le genre du polar, moi, je m'inscris dans la même démarche que Didier Daninx, Dominique Manotti, qui sont des auteurs engagés, alors je ne suis pas forcément engagé, mais qui ont été des syndicalistes et qui, quand ils utilisent le polar, cet outil, finalement, ils montrent le pire de la société. Ils ne sont pas là pour dessiner dessiner une fresque sympathique. Je ne suis pas du tout dans cette position. Je préfère montrer le pire. Et après, justement, ça vous fait réagir. On peut discuter des thèmes que j'aborde qui sont des thèmes graves. Et là, dans les quartiers, lors des rencontres, ça suscite le débat et on peut échanger. Donc aussi voir pourquoi ça ne va pas, pourquoi je trace un Saint-Denis aussi sombre. Voilà un peu ma position. Et pourquoi ce choix aussi également? Parce que c'est vrai que dans votre ouvrage, dans Flic ou Caïra, j'ai remarqué, c'est un jeune qui est en galère. Je peux lire d'ailleurs quelques chapitres là rapidement. Effectivement, vous dites souvent, je m'interroge, je réponds à des questions, vous faites référence au flic, à l'empathie du flic, qui est voilà, à la drogue, comment on peut s'en sortir. Il y a plusieurs chapitres comme ça, je passe devant le juge, il y a un avocat qui m'assiste. C'est un peu le quotidien de pas mal de jeunes dans les quartiers populaires, Rachid Santaki? Non, par contre, c'est pas le polar, le côté très sombre et violent qu'il y a dans mon roman, c'est pas le quotidien des jeunes de quartiers populaires. Par contre, il y a un point que j'ai envie de souligner, c'est ce personnage principal qui s'appelle Mehdi. Il travaille à l'agence du médicament, il gagne le SMIC et il est à la gorge.
Il est à la gorge. Vous voulez nous interpeller qu'on est en pleine période de crise et que la société a du mal à évoluer, c'est ça? Non, mais la société, elle est figée. Elle est figée parce qu'aujourd'hui, depuis l'euro, le coût de la vie a augmenté. Les gens, c'est même pas qu'ils ont du mal à finir le mois, ils ont du mal à le commencer. Donc on est quand même ancré dans une crise qui dure, une crise qui fait qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à commencer le mois, il y a des gens qui font les poubelles. Vous passez devant les enseignes, moi je le vois régulièrement à Saint-Denis, vous avez de 5 à 10 personnes qui sont en train de faire les poubelles à la fermeture des enseignes. La situation est super grave. Donc moi, ce que je veux souligner, c'est que ce personnage, en tout cas, comme beaucoup de gens dans les quartiers populaires, où il y a certains quartiers qui atteignent 40% de chômage, ils sont à la gorge réellement. Et ça, j'avais envie que les lecteurs le ressentent, parce que c'est quelque chose, je pense, qui concerne beaucoup de gens, beaucoup de familles. Donc voilà un peu ce qui, en tout cas, le fait qui peut toucher pas mal de gens, mais pas forcément la justice, la police, non. Et en même temps, est-ce que c'est pas là souligner les rapports entre flics et jeunes? Il y a de mauvais rapports entre la police et les jeunes des quartiers populaires? Complètement. En fait, déjà, il n'y a pas de dialogue tout court. Il n'y a pas de dialogue. Donc, comment combler ce fossé? Il y a l'histoire de la proximité, il y a l'histoire aussi à un moment peut-être que les élus, quand il y a des interventions, quand il y a des difficultés, que ce soit le commissaire qui travaille avec ses effectifs et non pas des policiers venus du département, parce que du coup, il y a une rupture, un décalage. Donc, il y a tout un travail quand même. Je parlais avec un chargé de politique de la ville qui m'expliquait, lui, il avait été éducateur de rue et qu'à un moment, l'élu avec lequel il travaillait, quand les policiers arrivaient, il faisait rencontrer les différents intervenants dans la ville, les enseignants, les éducateurs, les différents intervenants. Ouais, non, allez-y, finissez votre phrase. Et du coup, ça permettait aux policiers de ne pas se sentir seuls. Et aussi de voir un peu toute la mécanique dans la ville. En un mot, quel avenir pour les quartiers populaires, les banlieues? Quel avenir? J'espère que déjà le président va essayer de mettre en lumière et de miser sur le numérique en termes d'emploi. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses qui sont faites. Contrairement à certains propos, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et il faut peut-être les mettre en lumière pour donner encore une dynamique. Et effectivement, essayer de valoriser cette jeunesse, lui donner les clés pour pouvoir avancer. Le Victor Hugo du ghetto, c'est son surnom. Il s'appelle Rachid Santaki. Il a écrit son dernier ouvrage. Il s'intitule Flic ou Kayara. C'est aux éditions du Masque. Je vous invite vraiment à vous le procurer. Il est intéressant, il est assez précis. Il est une belle plume. Voilà. En tout cas, remarquable. Bravo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous invite donc à venir commenter à la fois et réagir sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter CF Débat. Merci à vous tous. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine avec autant de plaisir.